Bonjour mes amis investisseurs. Aujourd'hui, je vais parler d'un ETF qui a performé presque 3 fois mieux que l'ETF Monde depuis 2013. Donc une rentabilité de presque 600% contre une rentabilité de 200% de l'ETF Monde. Mais quels sont les risques d'investir sur un ETF qui a eu déjà une rentabilité très élevée? Quels sont les actifs qu'on a dans ses portefeuilles et quels sont les avantages de les garder à long terme? Tout ça on verra dans cette vidéo. Depuis la crise de 2008, beaucoup de personnes sont intéressées sur la technologie. Surtout après la pandémie de 2020, on sait que la technologie a performé super bien dans la bourse et certaines sociétés sont essentielles dans le monde actuellement, comme Nvidia, Google, Facebook, etc. Ils n'ont pas seulement des réseaux sociaux, des outils sur Internet, mais aussi une base de données énorme et de l'intelligence artificielle. Imaginez avoir tous ces types de sociétés dans un seul actif. Et je ne parle pas de Nasdaq, je parle de ETF, MSCI, Digital Economy, où on va trouver toutes les sociétés d'économie digitale dans un seul panier d'actions. Cet ETF est disponible chez Lixer. Comme vous pouvez voir, les prix d'une part de cet ETF coûtent 15 € actuellement. Les frais, c'est des 0,45% par an, c'est que c'est bien acceptable à long terme, et la liquidité, c'est des 160 millions d'euros. Cet ETF il est de type capitalisation, ça veut dire que les dividendes versés ils sont réinvestis. Évidemment, les sociétés de technologie ne versent pas beaucoup de dividendes. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces ETF? Donc ici, vous allez voir la définition du site MSCI. MSCI, c'est une société qui fait des indices de référence. Voilà, cet indice, il va investir sur 23 pays développés et 8 pays émergents. Et il va choisir des sociétés qui performent bien dans les secteurs des technologies digitales. Donc, les principales sociétés du monde qui ont leur business de façon digitale, elles seront dans cet indice de référence. Maintenant, je vais attaquer directement le sujet et je vais vous montrer les top 10 des sociétés qui sont présentes dans cet ETF. Mais n'oubliez pas, vous pouvez déjà liker la vidéo, partager avec vos amis, vous pouvez cliquer sur la description de la vidéo pour trouver toutes les informations d'apport, l'insider et aussi tous les outils qui sont disponibles pour les investisseurs de long terme. Voici la liste des top 10. Vous avez Cloudflare, Nvidia, Lightspeed, Zscaler, WiseTech, Fortnox, Tempo, Mimecast, ServiceNow et Dustbow. La grande majorité de ces sociétés sont des sociétés américaines. Dans ces petits tableurs, vous avez des colonnes, Index WL et Parent Index. En fait, c'est les poids que ces actions vont peser dans cet indice, dans ces paniers d'actions. Et à droite, c'est les poids de ces actions, mais dans l'indice ETF Monde. Donc, vous voyez en fait que cet indice, il est retiré de l'ETF Monde. Il va donner plus de poids à ces sociétés parce qu'elles font partie de l'indice digital. Donc, l'objectif, c'est de retirer les sociétés du digital dans l'ETF Monde et placer dans un seul panier d'actions. À droite, vous avez les secteurs d'activité de la société. Donc, vous voyez que la majorité sont d'information et technologie. Maintenant, je vais parler un petit peu des principales 4 sociétés qui sont dans les tops de cet indice de référence. On va commencer par Cloudflare. Cloudflare, c'est un fournisseur mondial de services en nuage qui offre une gamme de services aux entreprises de toutes les tailles et toutes les régions géographiques. Donc, comme vous pouvez voir dans cette image, Cloudflare va rester comme intermédiaire entre l'utilisateur et toute une base de données. Ça, c'est un des services de Cloudflare, mais aussi, ils vont protéger les données des clients. Cloudflare aussi va avoir une barrière de protection. Comme vous pouvez voir dans cette image, Cloudflare va protéger votre site ou les sites des clients des personnes mal intentionnées. Il va garantir seulement la bonne navigation, les bonnes bases de données qui va échanger entre les mondes de l'Internet et la base de données du site et des clients. Maintenant, je vais vous montrer les cours de l'action de Cloudflare depuis la pandémie de l'année passée. Vous voyez que la société a fait x4 depuis. Parce qu'en fait, les gens qui n'étaient pas sur l'Internet, qui n'avaient pas des sites, qui n'avaient pas des protections, ils sont allés sur l'Internet parce qu'ils étaient obligés. Donc, l'accélération que la pandémie a ramenée à Cloudflare, c'était énorme. 400% dans une année donnée. Le deuxième place, c'est Nvidia. Tout le monde qui est un bon joueur de jeux vidéo connaît très bien cette marque qui produit des cartes graphiques, mais pas que ça. Elle produit en fait une énorme gamme de produits de semi-conducteurs et des cartes graphiques pour plusieurs types d'utilisation. Nvidia est une des principales sociétés du monde qui utilise des semi-conducteurs et c'est une société qui a une énorme hausse depuis l'année passée mais aussi depuis quelques années. Regardez les graphiques du cours d'Nvidia, c'est exponentiel, c'est une puissance énorme. Donc vous pouvez voir la société touche de plus en plus son sommet historique. À chaque fois qu'on pense qu'elle est déjà arrivée à son sommet, elle arrive à battre les records précédents. 88% du business d'Nvidia est concentré sur les processeurs informatiques. Ça peut être pour les PC, pour les jeux vidéo ou pour simplement des machines dans l'industrie. Si on sépare l'activité par secteur, donc 50% est dédié aux jeux vidéo, 27% est dédié au stock de données. C'est une société qui fait plus de 50% de son chiffre d'affaires
en Asie. En troisième place, une société un peu moins connue, c'est Lightspeed. Lightspeed, elle fournit une base de données, un site aux sociétés qui vont faire des ventes et contrôle des stocks des sociétés qui font des ventes en ligne. Donc, imaginez toutes les sociétés plus petites qu'Amazon, par exemple, qui vont faire des ventes en ligne. Ils vont utiliser les systèmes de Lightspeed pour faire le contrôle des stocks, pour faire le management, les ventes, achats. Ils vont consulter les fournisseurs. Donc, tous ces contrôles des business en ligne va passer par Lightspeed. Lightspeed aussi, elle a fait presque x5 depuis la crise qu'on a eue l'année passée. Donc, c'est une société qui a explosé avec les sociétés qui font des ventes en ligne. Car faire les contrôles, le management de toutes les sociétés qui font des ventes en ligne, vous pouvez imaginer qu'elle a remporté beaucoup de rentabilité depuis l'année passée. Et la quatrième société, c'est Zscaler. Zscaler, c'est une société qui fait une protection entre la base de données et les clients. Donc, imaginez toutes les informations que vous avez sur les PC, vous pouvez mettre sur Zscaler, vous pouvez accéder de n'importe quel PC avec une connexion sur Internet et tout ça sera sécurisé avec un système de connexion avec Google, avec les autres réseaux sociaux et les autres réseaux des données. Donc, Zscaler, c'est une société moins connue, mais super importante qui a beaucoup réussi depuis la crise de l'année passée aussi. À nouveau, si on regarde les graphiques, c'est une autre société qui a fait x5 depuis la crise qu'on a eue l'année passée. C'est une société avec une énorme rentabilité et qui a réussi à gagner des concurrents. Je vais vous montrer une image maintenant qui va vous aider à comprendre comment s'est formé ces paniers d'actions. À droite, vous avez les poids des sociétés dans l'indice monde. Donc, vous avez l'information qui est largest, la plus grande société qu'il y avait dans l'ETF monde ACWI. C'est lui qui fait la répartition de plus de 9000 sociétés. Il avait la société qui pesait le plus, 3,13%. Mais dans l'indice des références Digital Economy, on a des sociétés, celles qui pèsent le plus, à peser 2,48%. Donc, la faire une sélection des sociétés digitales à partir de l'ETF monde ACWI, qui c'est l'indice qui va avoir plus de sociétés dedans. C'est pas comme celui CW8, ok? Parce que dans les ACWI, on va vraiment avoir la plus grosse diversification mondiale dedans. J'explique la différence entre les ETF monde dans cette vidéo ici. Je vous conseille à cliquer si vous voulez savoir la différence entre les principaux 3 ETF monde. Bon, ici on parle des répartitions géographiques. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, la majorité des sociétés sont dans le domaine d'activité des technologies évidemment. Comme vous voyez dans ces graphiques, 68% sont des sociétés de technologie, 16% des sociétés de consommation, 10% sur les sociétés de consommation discrétionnaire, 2% sur l'industrie, 2% sur la santé et les finances ont pesé moins d'1%. Et par rapport à l'allocation géographique, une fois qu'on va acheter cet ETF, on va acheter 64% de l'investissement sur les États-Unis, 8% en Chine, 7% en Australie, 5% au Canada, 2% en Suède et 12% sur des autres pays. La principale devise qu'on va trouver dans cet ETF, c'est la devise américaine, c'est les dollars. Ensuite, on a la devise des pays comme l'Australie, le Canada et après l'euro. Donc, c'est un ETF qu'on peut dire que c'est plutôt américain. Évidemment, si la technologie digitale un jour va être sur les domaines des Asiatiques, cet ETF il va changer tout seul, il va avoir plutôt des sociétés asiatiques. Parce que son objectif, c'est d'avoir des sociétés de domaine d'activité digitale dedans. Actuellement, dans cet indice de référence, on a 143 sociétés et les dividendes annuels versés, c'est d'environ 0,25%. C'est un dividende pas élevé, mais c'est compréhensible. Les sociétés de technologie ont besoin de réinvestir beaucoup d'argent pour progresser dans la bourse, pour faire un nouveau business, créer des nouveaux produits et des nouveaux services. Normalement, les sociétés qui vont verser des dividendes ne sont pas dans le domaine d'activité des technologies. Bon, finalement, je vais vous montrer la rentabilité historique de cet ETF par rapport à l'ETF monde. Comme vous pouvez voir dans les graphiques, cet ETF depuis novembre 2013 jusqu'à septembre 2021, il a fait 529% contre 240 de l'ETF monde ACWI. Vous voyez que depuis 2013, la rentabilité annuelle, c'est de 24% contre la rentabilité de l'ETF monde de 12%. Il ne faut pas oublier que la rentabilité des 12% par an de l'ETF monde, c'est déjà énorme, c'est une excellente rentabilité. Mais cet ETF, il arrive à faire les doubles. Évidemment, il a profité d'une année de hausse énorme depuis l'année passée, mais les autres années, il a rentabilisé super bien aussi, comme vous pouvez voir dans les graphiques, dans la courbe. Je vais vous montrer maintenant les comparatifs des rentabilités par an entre l'ETF monde et l'ETF Digital Economy. En 2014, en fait, les deux ont fait la même rentabilité. En 2015, déjà, il a explosé l'ETF Digital à 42 contre 8. Ensuite, en 2016, l'ETF monde a fait une meilleure rentabilité, de 11 contre 2. En 2017, 23% de l'ETF digital contre 8 de l'ETF monde. En 2018, rentabilité négative mondiale de moins 5 et 7,17 positif pour l'ETF digital. En 2019, une rentabilité très proche, 31 et 28, mais en 2020, l'explosion des 52 contre 6,65
de l'ETF Monde. Bon, quels sont les avantages et inconvénients et pour ceux qui veulent ajouter cet ETF dans les paniers d'actions, c'est qu'il faut faire. On va discuter ça maintenant. Et bon, avant que j'oublie, cet ETF n'est pas disponible dans les PA, seulement dans les CTO. Et si vous avez des doutes s'il faut placer quelque chose sur les PA ou pas, l'avantage fiscal de PA, donc il faut négliger les CTO. J'ai déjà fait une vidéo qui je compare la rentabilité de CTO versus les PA à long terme. Donc regardez cette vidéo ici pour ne plus jamais poser ce type de questions parce que c'est une chose que vous devez savoir parce que vous avez à voir les deux types de comptes. Et quand investir sur chaque type de compte, c'est quelque chose qu'un investisseur de long terme doit savoir. C'est pour ça qu'il y a cette vidéo ici et vous allez trouver dans la description de la vidéo également. L'avantage de cet ETF, c'est que vous allez investir sur un domaine d'activité, sur un secteur qui est en pleine explosion. Il a déjà monté x2, x3 sur les dernières années, mais il n'y a rien qui n'empêche que ces secteurs continuent à performer les restes du marché. Donc, si vous faites un comparatif, par exemple, du secteur du tourisme contre les secteurs de technologie, évidemment, le tourisme va exploser parce qu'on recommence à répartir maintenant, mais la technologie, elle va toujours rester. Et certaines sociétés qui sont leaders de marché, elles ont la tendance de gagner encore plus d'espace. Donc, c'est un domaine d'activité intéressant et dire qu'ils sont déjà au sommet, c'est pas en fait un paramètre pour dire que c'est dangereux. Parce que comme on a vu, ils étaient déjà au sommet en 2015, 2016, 2017, 2019, etc. Évidemment, les sociétés de technologie sont un peu surcotées à ces moments, donc cet ETF va être surcoté aussi. Mais les attentes, elles sont énormes. Normalement, dans les secteurs où les attentes sont énormes, la valorisation aussi, elle est énorme. Donc, un conseil par rapport aux poids dans les portefeuilles, ça serait les mêmes poids que vous allez donner maximum au domaine des technologies dans les portefeuilles. Un portefeuille qui est équilibré, il va avoir les poids des technologies entre 15 et 30% de portefeuille, sauf si vous voulez sous-pondérer encore plus la technologie. Donc, vous devez faire d'une façon que cet ETF mélangé avec les autres ETF que vous possédez ne pèse plus de 30 ou 35% dans les portefeuilles. Si vous avez déjà de SP500, si vous avez un ETF monde, si vous avez un ETF émergent, tous ces ETF ils vont avoir de la technologie dedans. Ce que vous devez savoir, c'est combien va peser la technologie sur chaque ETF. De cette manière, vous pouvez faire la moyenne pondérée des poids de chaque secteur dans votre portefeuille pour savoir combien va peser la technologie. Comment on peut faire ça? Par exemple, si un ETF il pèse 50% dans votre portefeuille et qu'il a 50% des technologies dedans, donc 50% fois 50%, ça va donner 25% déjà des poids de technologie. Seulement par rapport à cet ETF que je donne comme exemple, il y a encore 50% de poids de portefeuille à analyser. Donc, si vous restez entre 15 et 35%, c'est déjà quelque chose de bien, c'est déjà cohérent. Plus que ça, vous allez commencer à surpondérer trop la technologie et moins de 15, vous allez donner pas beaucoup de poids par rapport à la moyenne mondiale actuelle. Un choix intéressant aussi pour ne pas placer les digital economy dans un portefeuille, c'est simplement acheter les Nasdaq. Mais là, vous allez être concentré forcément sur les marchés américains. Rien ne peut nous assurer que d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, il n'y a rien qui nous assure que ce sera les Américains qui vont continuer dans la tête du domaine d'activité de la technologie. C'est probable, mais on ne peut pas garantir. Il y a l'avantage de l'ETF digital, c'est qu'il va changer tout seul. Donc, il ne va pas en fait sous-pondérer un seul pays. Son objectif, c'est de sous-pondérer des sociétés digitales dedans. Donc, si le marché va basculer vers l'Asie ou l'Europe, il va changer tout seul vers les sociétés asiatiques et européennes. Donc, ça, c'est un avantage aussi de cet ETF. Voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser vos questions. Et si vous voulez savoir un peu plus par rapport aux programmes Insider, et si vous voulez même télécharger un fichier qui fait les comparatifs des CTO versus PA, dans mon site clubdevaleurs.com, dans l'onglet Download, vous allez trouver plein d'outils à utiliser si vous êtes un investisseur de long terme. Pour aujourd'hui, c'est tout. On se voit dans la prochaine vidéo.